Bonjour à toi, Georges. Alors, voilà, je suis encore dans le mauvais sens. Alors, attends, tac, voilà. Alors, que d'alors, ce matin? Bonjour Pedro. Bonjour, Georges. Jean-Pierre Leroux, on a 3 minutes de retard et c'est le compte à rebours. Je n'accepterai pas. On s'est levé plus tôt. Euh, Bon réveil ce matin? Quelqu'un qui est venu taper à ma porte. Ah, on se demande bien qui c'est. Alors, comme vous voyez, toujours l'acropole derrière nous. Et hier, pour ceux qui l'ont pas vu, j'enjoins nos spectateurs à regarder l'émission spéciale que tu as fait avec François Coq et Emmanuel de l'engagement, pour parole de l'engagement, sur l'inéligibilité de Marine Le Pen et son application immédiate. On va en reparler ce matin. Tout à fait, c'est un débat. C'est quand même le sujet principal. Tout à fait, c'était un débat très intéressant, j'ai trouvé, pour y avoir assisté depuis les coulisses. Et on a eu même des effets pyrotechniques, parce que on a eu Zeus qui s'est manifesté sur l'acropole en direct. Avec Emmanuel Boutin. Exactement. Porte-parole de l'engagement, entre autres choses. Ce n'était pas des effets spéciaux. Non, on n'a pas encore cette capacité-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que oui, disons-le, qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre Leroux, tu vois, veut te troller ce matin puisqu'il dit que tu es toujours à droite comme une femme. Toujours à droite comme une femme? Oui, mais c'est sur la... En fait, techniquement, c'est parce que c'est par rapport à la visualisation qui regarde. J'ai bien compris, mais les femmes sont toujours à droite. À droite de quoi? Selon Jean-Pierre Leroux, oui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Jean-Pierre Leroux, c'est le code de l'étiquette de Venise, au XVIIe siècle, que vous lisez. Je ne sais pas. Bon, alors on va commencer par un sujet léger aujourd'hui. Il se passe des choses en Asie. Donc, Donald Trump arrive vraiment... Je crois qu'on est la seule matinale de France à aborder la chronique sur les touristes français et ce qui se passe en Asie alors qu'il y a un séisme politique en France. C'est original. C'est du Pedro. Exactement. C'est parce que tu vois, les gens là sont... Non, c'est pas les gens, c'est du Pedro. Si tu veux. C'est parce que je suis un éternel optimiste. Et donc, voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que... C'est un dictateur, oui, il a décidé de faire comme ça, puis ce sera comme ça, puis c'est tout. Voilà. On a donc Donald Trump qui a menacé la Chine et du Malaisie d'augmentation des tarifs douaniers. Et donc, il a réussi à faire quelque chose d'inédit en géopolitique, c'est mettre d'accord la Chine, le Japon et la Corée du Nord, la Corée du Sud, qui sont des pays quand même qui tirent la guerre du main commerciale en Asie, mettre d'accord pour avoir une réponse conjointe contre les États-Unis. Est-ce que c'est pas du génie géopolitique, ça? Si. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils s'aiment pas beaucoup historiquement. Il y a eu quelques conflits, quelques histoires d'affrontements, en particulier récemment à la Deuxième Guerre mondiale. L'amour moyen dans les films coréens et chinois pour les Japonais est faible, assez faible. Donc il y a ça, et puis il y a un affrontement fort sur les 40 dernières années, sur la prédominance économique de ce pays ou de tel pays. Bon, maintenant la Chine est très loin devant. Oui, on peut considérer que ce qu'ont fait les États-Unis est quand même assez fort. Mais pour ne pas blâmer Trump exclusivement, parce que Pedro n'aime pas beaucoup Trump. Donc il trouve que Trump est un peu nul. Donc il aime bien le bâcher. Je dirais que c'est une continuation là aussi de la politique américaine. On a suffisamment parlé, Joe Biden, avec la manière dont a été mené le conflit en Ukraine, a réussi à réaliser le cauchemar géopolitique américain. Enfin, le cauchemar géopolitique, c'est ce que qualifie Henry Kissinger, que tu aimes beaucoup aussi. Bon, qui consiste à mettre en alliance la Russie et la Chine. Bon. Tout ça, ce sont les effets secondaires d'un changement profond de la géopolitique mondiale.
qu'on avait beaucoup abordé quand on était comme vous allez au sommet des BRICS à Kazan, à savoir la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde menée par les États-Unis et la mise en place. La construction compliquée avec beaucoup d'étincelles, de frottements d'un monde multipolaire. Donc oui, même les Japonais, Chinois et Coréens ensemble ne vont pas accepter, en tout cas résistons, à la guerre commerciale qu'engagent les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une réponse, comme tu l'as dit, groupée. Alors que Trump, assez intelligemment, lui, ne veut pas de discussion groupée. Lui, il veut parler avec les Polonais, parler avec les Roumains, parler avec les Sud-Coréens. Et oui, parce que les États-Unis, face à chacun de ces pays-là, c'est quand même difficile de dire non au président des États-Unis. Hein, il a quelques moyens de pression et chacun sait que ces moyens de pression sont souvent mis en œuvre par les Américains. Là, on a une réponse coordonnée des trois principales économies asiatiques. Et assez rapide d'ailleurs. Et assez rapide. Bon, et puis il faut voir que c'est aussi à l'encontre complète de la globalisation qui a été mise en place, l'ouverture des frontières, la fin des politiques de protectionnisme. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose aussi, une part de politique protectionniste. Mais les États-Unis le font toujours de manière brutale et à tendance hégémonique. Certains avaient dit que la guerre commerciale qu'engage Donald Trump coûtera cher à l'économie américaine. Il est clair que c'est plutôt l'économie américaine et puis surtout européenne qui va en pâtir. Là encore, pour ceux qui... allez, je ne vais pas faire de commentaires étranges. Au Kremlin, ils doivent se frotter les mains. D'autant d'absurdité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que aujourd'hui, Donald Trump est le meilleur VRP des BRICS qu'on pouvait imaginer, puisque en faisant ses pressions sur les différents pays, il va de facto pousser des pays qui étaient en dehors de la zone d'influence des BRICS à se mettre de leur côté pour justement contrebalancer cette imposition, ce bullying quasiment des États-Unis sur les différents pays, alors que comme tu l'as dit, c'est eux qui ont mis en place ce système. C'est ça, mais c'est ce que je disais, c'est la création d'un monde multipolaire. Et évidemment, mais encore une fois, c'est la continuation de politiques, c'est la continuation de dirigeants américains, que ce soit Joe Biden, et Obama avant Trump 1, Trump 2, d'un empire qui perd son statut d'hégémonie mondiale. La politique menée par les Occidentaux de gel des avoirs russes, de saisie des biens des oligarques russes, un peu certains sans vraiment de raison par rapport au pouvoir russe et à ce qui s'est passé en Ukraine, la distribution à l'Ukraine des bénéfices des avoirs russes gelés et la discussion sur la saisie des avoirs russes, évidemment, bon, ça c'était du Joe Biden, ça n'a pas eu de bons effets sur les autres pays du monde, et donc oui, une accélération du développement des BRICS. Alors c'est très intéressant tout ça. Alors, c'est très intéressant tout ça, mais alors quelle transition on va faire alors? Non, parce que j'ai envie de chambrer un petit peu. Exactement, hein? Parce que Georges m'a dit que je disais alors tout le temps, et maintenant je n'entends plus que ça. Un autre sujet. Vous avez vu, il a failli sortir de alors là. Il s'est arrêté à la. Justement, puisqu'on avait introduit là-dessus, c'est Donald Trump. Alors, on a vu hier, et vous en avez parlé pendant l'émission, la réaction d'Elon Musk suite à la condamnation de Marine Le Pen. Et maintenant, on a Donald Trump qui réagit justement par rapport à cette condamnation et qui justement fait un comparatif avec les propres affaires qui l'ont touché. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut considérer parce que c'est quand même, je pense, deux cas complètement différents, puisque Donald Trump, ce qu'il était accusé, c'était les émeutes du Capitole, surtout, et
la volonté de Non. surseoir au scrutin. Pas que, il y a eu le Russiagate, il y a eu Oui. des problèmes avec. Non, Pedro, le Russiagate. C'est vrai. Il a payé avec l'argent de la campagne une prostituée, pas une prostituée, une actrice porno pour avoir une soirée étoilée avec elle. Et puis il a dit que c'était pas l'argent de la campagne. Non, il a 2 ou 3 casseroles Oui, juridiques assez importantes. C'est pas juste le C'est ce Capitole, que je veux dire. pour lequel il n'est pas responsable, je te rappelle, Pedro. Non, Je sais que tu l'aimes pas, mais officiellement, il n'est pas responsable. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ça, c'est justement, il y a quand même, entre les deux, il y a quand même un monde différent. On ne peut pas considérer qu'une affaire d'assistance parlementaire soit au même degré que vouloir renverser le résultat d'un scrutin. Bon. Ah oui, ça, on en a parlé hier soir, on en reparlera, parce qu'on va quand même finir par aborder le problème, le sujet principal, qui est ce dont parle tout le monde ce matin déjà dans les entreprises, en école, après en avoir parlé en soirée sur les réseaux sociaux, c'est l'impeachment. Pour reprendre les Américains, puisqu'on les compare à eux, le fait que Marine Le Pen, pour le moment, ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, ce qui a un effet considérable sur le fonctionnement démocratique du pays. Mais oui, effectivement, les deux ne sont pas très comparables. Il ne s'agit en France quand même, c'est ma position, hein. Je sais que légalement, c'est fondé en droit, la décision du juge. Quand on dit fondé en droit, c'est que le juge, qui est autonome, a le droit de prendre cette décision contre Marine Le Pen. Mais initialement, quand même, il s'agit d'assistants parlementaires qui, plutôt que d'avoir travaillé à Bruxelles, ont travaillé à autre chose ailleurs. Bon, ça s'appelle un enrichissement de parti politique. C'est grave, mais bon, on est quand même loin des affaires de Donald Trump. Et c'est même pas de la corruption, c'est pas de l'enrichissement personnel, c'est du financement de partis politiques. D'ailleurs, à chaque fois, c'est même pas de la tambouille politicienne, c'est du financement de partis politiques. On a ce problème en France, structurel. Et on est quand même face à un parti qui, alors qu'il finit régulièrement maintenant au second tour des élections présidentielles, n'arrivait pas à trouver de financement en France. Bon, c'est assez bizarre. Quand on connaît l'histoire du mouvement ouvrier français, on sait très bien que les partis de gauche, en particulier les partis communistes, et moi je n'ai rien à redire là-dessus, devaient trouver des moyens de se financer pour assurer la lutte pour les travailleurs, pour des combats syndicaux. Ça, c'est pas toujours fait en faisant des petites cotisations. Hein. Est-ce que tout le monde a bien versé sa petite cotisation au syndicat ou au parti? Ça s'est fait un peu de manière parfois pas toujours la plus propre au regard du droit. On pourra lire John Steinbeck en Un combat douteux, remarquable livre sur le Parti communiste américain des années 30, qui était le premier mondial, hein, on l'oublie. Ben oui, ceux qui n'ont pas les banques, Bank of America, Morgan, Stanley, Rothschild ou que sais-je dans leurs mains, ont des difficultés de financement et doivent trouver des solutions. Bon, c'est ça le crime. Je pense pas qu'il est si grave que ça. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec Donald Trump. Par contre, on a à nouveau, visiblement, l'incapacité des Américains, parce que c'est un atavisme, ils restent dans leur pratique hégémonique. L'empereur à Washington doit avoir un avis sur ce qui se passe dans la province France. Voilà, et dire qu'il est plutôt pour ce gouverneur-là plutôt que pour tel gouverneur. Ça, c'est un grand changement dans les pratiques des BRICS. Ils ne s'ingèrent pas dans la vie politique des pays membres des BRICS. C'est quelque chose qui est central pour comprendre la force des BRICS. On en avait parlé en particulier avec les pays africains. C'est le respect et la souveraineté. Et puis bien sûr aussi le non-politique de sanctions. Donc là, on n'est toujours pas là-dedans. On a toujours un empereur à Washington qui s'appelle Trump ou Biden qui ne peut pas s'empêcher, plutôt dont le fonctionnement fondamental est d'aller dire ce serait mieux celui-ci que celle-là, ou l'inverse, et de dire ah, vous n'avez pas fait ce que nous avons préconisé, sanction. Mais alors, parce que c'est quand même un changement depuis son arrivée, de son retour à la Maison-Blanche. Donald Trump a assez préservé Emmanuel Macron, même si
il a été moqueur en le traitant de good customer, etc. Mais c'était pas, on va dire, contrairement aux Anglais et aux Allemands, c'est pas celui qu'il a le plus attaqué. Du moins en frontal. Ouais. Et, je sais pas. Ouais, je suis pas tellement d'accord. Il y a un assez grand mépris pour Macron. Non, mais qu'il a un mépris, oui, mais clairement. dire, En tout cas, pour Marine Le Pen, le RN, c'est amusant, parce que le Marine Le Pen, à plusieurs reprises, ainsi que le RN, ont essayé d'obtenir les bonnes grâces de Donald Trump, qui n'a pas l'air très intéressé. Hein. Il les a même pas invités, rien. Il les a pas invités. Jordan Bardella a quitté la convention conservatrice récemment à cause des signes nazis, bon, entre guillemets, puisque les indices qu'ils ne les ont pas faits, ils jouent un peu avec le feu quand même en levant le bras à un certain angle, le bras droit à un certain angle au-dessus de leur tête. Faut pas surpris que les gens ils trouvent un geste nazi. Bon, ben maintenant ils ont le soutien de Donald Trump et Elon Musk, qui donc par ce fait-là, je ne sais pas si ça sert beaucoup Marine Le Pen en fait. Oui, c'est un peu le baiser de la mort. Ah, ça peut être. En même temps, ça peut être aussi un énorme soutien, parce que si tout à coup derrière, on a là maintenant, dans le cadre de la campagne que va mener le Rassemblement national, de pétitions en soutien au Rassemblement national, à Marine Le Pen, de mobilisation populaire face à ce qu'ils ont subi, si elle soutient d'Elon Musk et de X, ça va être la même. Hein, alors, ça va avoir un gros effet. On a baiser de la mort ou pas baiser de la mort, on verra. En tout cas, ils se sont choisis leur champion en France, justement, contre Macron, en opposition à Macron, comme ils l'ont choisi en Allemagne avec l'AfD. Alors justement, pour continuer sur ce sujet. On va essayer de le corriger. Alors, je viens de taper sur la table. Du coup, est-ce que justement, on a vu Marine Le Pen dans le passé, en particulier en 2022, qu'il y avait des gens dents longues, hein, puisque son parti est en muté avec aussi beaucoup de gens qui viennent d'autres formations, on va dire qui n'est plus le FN historique, donc qui était très inféodé à son père. Elle-même qui a poussé son père, on va dire, dans le fossé pour pouvoir complètement prendre. Est-ce que sa nièce, Marion, ou même d'autres, et sans parler de Bardella, voient pas pour eux une opportunité, justement, eux-mêmes de la pousser dans les orties pour prendre le devant? Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus, justement, à ce qu'on voit éclore d'autres figures et qui, justement, pourraient porter une ligne beaucoup plus ultra-libérale et beaucoup plus proche, par exemple, de ce qu'un prône, on va dire, les plus libéraux qui sont au RN. Alors, Pedro, ces figures sont déjà là. Elles n'ont pas besoin d'éclore. Marion Maréchal et Bardella sont des figures politiques importantes et bien reconnues des Français. Donc oui, évidemment, on en a parlé hier soir avec François et Emmanuel. Ça doit se frotter les mains du côté de chez Marion Maréchal ou de Bardella. Même si pour l'élection de 2027, je suis pas certain que leur jeunesse à ce point les serve tant que ça, si jamais ça devait être eux qui devaient être candidats. Maintenant, si la figure tutélaire de Marine Le Pen s'en va, bon là c'est de la pure spéculation, hein, puis le sujet t'intéresse, nous que ce soit machin ou truc, c'est pas tellement notre problème. Mais pure spéculation, si la figure tutélaire de Marine Le Pen doit s'effacer, il y aura affrontement. Parce que naturellement, c'est pas Bardella ou Marion Maréchal qui priment. Et donc, et puis là, c'est pas de la guerre entre un courant minoritaire et un courant majoritaire dans un parti, comme ça arrive régulièrement. Ah, clin d'œil à certains amis,
Ça arrive plutôt entre deux courants parfaitement de la même puissance en termes, je crois, de militants, de sympathisants, de puissance symbolique, et qui en plus sont totalement alignés. C'est-à-dire que là, et là, tu as raison, Pedro, ça serait un retour à Jean-Marie Le Pen. Ils sont très, très, très libéraux économiquement. Ils sont atlantistes à fond les ballons, en fait. Ils sont très proches des Américains. Ils vont à chaque fois beaucoup plus que Marine Le Pen, qui est vraiment plus souverainiste. Il n'y a pas photo. Chercher le soutien des États-Unis, de Bolton, de Trump. Ils sont également ultra alignés sur Netanyahou. Récemment, les deux ensemble étaient en Israël avec une position maximaliste, aussi maximaliste que d'autres de l'autre camp. Eux sont maximalistes pro-Netanyahou, c'est même pas pro-Israël, c'est pro-Netanyahou, donc pro-bombardement massif de civils. Bon, faut oser, hein, c'est un peu étonnant. Je trouve ça assez ahurissant de ma part, parce qu'on parle quand même de nettoyage ethnique à tendance génocidaire. C'est pas rien quand on est dans une formation qui a le passé qu'elle a. Côtoyer des gens qui font du nettoyage ethnique à tendance génocidaire, c'est pas une super idée. Bon, voilà, c'était la petite pique. Et donc oui, c'est pas Marine. Maintenant, on verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même le sujet principal. C'est que des juges bloquent de facto, définitivement, là, a priori, une candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, d'aller à l'élection présidentielle, alors que l'on sait qu'elle a au moins une très bonne chance d'être au second tour, si ce n'est une quasi-certitude, vu que déjà 41,5% des Français ont voté pour elle à la présidentielle 2022, et qu'aux législatives, on a dépassé le Français sur trois, en fait, c'est un des trois blocs de la politique française, qui ont voté pour Marine Le Pen, et le Rassemblement national, premier parti de France, en termes de députés à l'Assemblée nationale. Alors, le nouveau Front populaire est le premier bloc à l'Assemblée nationale, mais en premier parti à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Faut-il le dire qu'il lui aussi prend cher, parce qu'ils doivent payer au total plus de environ 5,7 millions, considérant leurs difficultés de financement, même s'ils touchent beaucoup d'argent suite enfin, supposément, vont toucher de l'argent, parce qu'il n'est toujours pas versé parce qu'Emmanuel Macron n'a pas pris de décret. Ce dont je vous parle, c'est le fait que chaque vote des Français rapporte 1,64 ou 1,67 euros par an aux partis politiques. Chaque vote enregistré au premier tour des législatives. 11 millions de Français ont voté pour le Rassemblement national au premier tour des législatives, donc c'est bien de ça dont je parle. Ça rapporte, une fois que le décret d'application est émis par l'Élysée, Emmanuel Macron, ce qui n'est toujours pas le cas, ça rapporte plus de 18 millions au Rassemblement national. Plus 37 000 euros par député, fois 143, ça fait 5 millions. Donc, ça leur fait un problème, mais s'ils savent gérer leurs sous, ce qui n'est pas certain, normalement, avec plus de 20 millions par an, on devrait y arriver. Et à payer les amendes et avoir de l'argent pour la présidentielle. Néanmoins, comparé aux autres partis, c'est un coup dans les pattes du premier parti de France. Et là, on a un vrai problème. Et c'est ça quand même le sujet principal de discussion. Plutôt que de savoir si c'est Marion Maréchal ou Bardella qui va remporter le bâton de maréchal du Rassemblement national. Tu poses la question d'ordre financier. Espérons. Si c'est Walter de Saint-Just, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, qui a été aussi condamné, qui est le trésorier du Front National, du Rassemblement National, pardon. Espérons qu'il ne soit pas de la même école économique que Bruno Le Maire, du moins. Peut-être qu'il s'est trompé lui aussi sur quelques lignes et quelques millions sur une feuille Excel. On verra bien.
Donc, sur un tout autre registre. Bah, attends, moi, je ne veux pas passer sur un autre registre du tout. Vas-y. Je ne sais pas quel est ton autre registre. C'était ce qui se passe avec le tarif du gaz en Allemagne. Non. On en parle après. Non, mais c'est vraiment le sujet principal et on n'aborde pas la question principale de cette situation, Pedro. Dis-moi. Et je voudrais, hier soir, dans une des questions que j'ai posées à Eric et à Emmanuel, on avait, j'avais pris les interventions. François. Qu'est-ce que j'ai dit? Eric. Pardon, François et Emmanuel, voilà, facile. Deux interventions intéressantes quand même. L'une, c'est d'Alain Jakubowicz, opposant historique au Front National, au Rassemblement National, ancien président de la LICRA. Il est lui-même avocat. Parce que, faut-il le rappeler, qu'entendu, parce qu'il y a beaucoup de Français, surtout opposants au Rassemblement National, ils disent « Ah bah, elle a fait une faute, elle est punie, hein, les partis ne sont pas au-dessus des lois, à partir de quel pourcentage on est au-dessus des lois, sans déconner, oui, c'est peut-être pas si grave que ça, monsieur Kuzmanovic, mais enfin quand même, elle est coupable. » J'imagine qu'il y a des commentaires en ce sens de nos auditeurs. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut? Non, évidemment. Fondé en droit, ça veut dire que le juge qui a pris cette décision a le droit de prendre cette décision. Il y a des dispositions légales qui permettent de le faire. On est d'accord? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, est-ce que c'était malin de prendre cette décision ou est-ce qu'on pourrait en prendre une autre? C'est-à-dire que le Rassemblement national aurait pu être condamné. À payer de lourdes amendes mais pas à avoir une exécution immédiate d'inéligibilité. C'est le choix. Le principal problème, et il faut que ce soit clair, c'est pas la sanction. C'est le choix de l'exécution immédiate de l'inéligibilité. Car qu'est-ce qui se passe en droit, justement, en droit, si elle est condamnée? En droit, elle peut faire appel. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a appel? L'appel, pour simplifier, est suspensif. C'est-à-dire qu'il lave, il nettoie, il fait table rase de la situation et il renvoie un rejugement avec d'autres juges sur le fond. Et en attendant, puisqu'il y a une demande de rejugement, c'est un fondement du droit quand même, il faut bien comprendre. C'est un fondement du droit français, enfin du droit partout, de la défense des. Et encore une fois, je comprends bien que certains n'aiment pas Marine Le Pen et que c'est fantastique, s'ils pouvaient l'écraser dans le caniveau, ça serait super. Mais c'est une question de droit. Justement. Le fait qu'elle disparaisse du champ politique ne fait pas disparaître les idées. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. On va y venir. Mais là, vraiment, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, c'est elle peut faire appel et vont faire appel. Sauf qu'ils ont cette exécution immédiate d'un point particulier qui est l'inéligibilité. C'est un immédiatement. Oui, mais et ça encore, est-ce si grave? Oui, elle le perd immédiatement. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, un groupe de juges ont décidé, en tant que juge, d'avoir une influence décisive sur la vie politique française. Alors même que le Conseil constitutionnel, du 28, lors d'une décision du 28 mars, juste avant, il y a quelques jours, avait dit que justement, il ne faudrait pas appliquer cette suspension immédiate. Appliquer l'exécution immédiate d'inéligibilité. Et donc tout le monde avait supposé que, bon, ils vont être sanctionnés parce qu'il y a faute en droit, mais que elle ne serait pas, il n'y aurait pas cette inéligibilité. Et en quoi est-ce grave? Et Marine Le Pen, hier soir à TF1, l'a dit. Il faut bien comprendre la situation. La Ve République, la manière dont fonctionne le vote à la présidentielle, c'est-à-dire le peuple élit son dirigeant, c'est un vote plébiscitaire quelque part, qui donne la force politique à celui qui a gagné. Et elle dit, imaginez, cas de figure, elle ne peut pas participer à la présidentielle, il y a une élection, quelqu'un est élu, et après l'élection, parce qu'il faut un certain temps pour que l'appel se fasse, il y a peu de chances que ça se fasse avant l'élection présidentielle parce que les tribunaux sont engorgés. Imaginons que le tribunal dise finalement, elle n'est pas coupable. En tout cas, elle n'est pas inéligible. La légitimité de celui qui aurait été élu président est zéro. Et alors là, on aura des institutions, et déjà elles ne sont pas en bon état, mais totalement défaillantes. Autre problème, en droit,
Monsieur François Bayrou, qui lui n'est pas un des opposants principaux à Emmanuel Macron, lui, il est Premier ministre de Emmanuel Macron. Or, lui a été quasiment acquitté d'un problème identique. Ah, les gens ont dit « Ah oui, mais sa défense a été meilleure, et puis ça impliquait moins d'argent. » Mais c'est le même crime. Que sur un crime, vous volez 10 000 euros ou 100 000, c'est le même crime. Et lui est acquitté. Et il est Premier ministre. Là, on plane totalement. On est en... C'est République bananière, limite, pour certains. C'est ceux qui soutiennent Marine Le Pen. Et quelque part, ils sont légitimes, Pedro, à le dire. Mais pourquoi lui, il est Premier ministre c'est parce qu'il est gentil avec Emmanuel Macron et que donc le ministre n'a pas téléphoné à qui de droit. On pourrait dire cela. Et maintenant, pour ceux qui sont de gauche, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Luc Mélenchon et ses équipes ont le même problème. Et oui, une procédure a été engagée contre la France Insoumise. C'est pour ça que la France Insoumise était un petit peu gênée aux entournures par la décision. Eh ben, ça pourrait tomber sur le coin du nez de l'autre opposant principal à Emmanuel Macron. Alors, imaginons une élection, là, en 2027, parce que quand même, a priori, malgré le PS qui souhaiterait qu'il y ait un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon, bon, a priori, ça va être Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est quand même... Encore une fois, on peut aimer, pas aimer Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment rien à voir avec ça. Il est un des opposants principaux, et l'autre opposant principal, c'est Marine Le Pen. Et il pourrait être décapité en tant que candidat, sur la même raison. C'est là qu'il y a un problème. Et pourtant, ça serait en droit, un juge pourrait le faire. Là, on a des juges qui décident en lieu et place du politique, c'est-à-dire du peuple souverain. Et là, on est carrément, ça c'est mon analyse à moi, dans une copie conforme de ce qui se fait au niveau européen. Des bureaucrates et des juges à la Cour européenne de justice, à la Cour européenne des droits de l'homme, décident de choses. Ils ne sont pas élus et ça s'impose aux politiques, donc au peuple. C'est un écrabouillement de la souveraineté nationale. Et là, je souhaitais insister, donc Jakubowicz, président de la LICRA, avocat, pas un copain du Rassemblement national, a dit l'inéligibilité immédiate de Marine Le Pen est un coup porté à l'état de droit. Madame Noël Lenoir, elle parle hier soir à la télévision quasiment de coup d'état institutionnel. Alors Jakubowicz, il dénonce la décision du tribunal, il voit une atteinte aux principes fondamentaux de la justice. Alors, on n'est pas dans le light là. Et c'est pas un copain du RN, c'est pas quelqu'un qui touche des sous du RN. Encore une fois, c'est Jakubowicz. Sur un interview, plutôt une tribune dans Marianne, de Jean-Éric Schoettl. Jean-Éric Schoettl, je fais un tunnel, les amis, mais le sujet est quand même central. Jean-Éric Schoettl, secrétaire général du Conseil constitutionnel, quand même. Un patron du Conseil constitutionnel. Alors lui, il nous dit Le Pen inéligible, les juges se rebellent contre le Conseil constitutionnel et contre les électeurs. Donc c'est le même, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il dit, mais ce sont des gens qui ne sont pas au RN, qui les combattent, qui ne veulent pas les voir au pouvoir. Et ce qu'ils nous disent, c'est le pouvoir des juges, c'est le pouvoir d'instances non élues qui s'imposent aux politiques. C'est ce que Mélenchon hier a résumé. Donc, Mélenchon, c'est pas un copain du Rassemblement national non plus, on est bien d'accord, hein, pour ceux qui réagiraient en pensant que c'est un soutien au RN. Jean-Luc Mélenchon a dit la sanction du politique, c'est le peuple. Et évidemment, Marine Le Pen n'a pas manqué hier soir à TF1 de dire bien préparé. Je vais faire un petit clin d'œil à de Rancourt. On sent qu'il y a un peu de travail derrière. Et elle dit, De Gaulle disait que la véritable Cour suprême, c'est le peuple. Donc, il est possible même que tout ça soit positif pour le Rassemblement national. On verra après, mais c'est un vrai problème fondamental. Moi, je souhaitais insister là-dessus, et ça va être quand même le sujet qui va nous occuper, nous Français,
pendant un bout de temps. C'est-à-dire, en l'état, les institutions de la cinquième sont cassées. Alors, justement, moi, j'ai, par rapport à ça, alors, c'est ce que je vais dire est complètement complotiste, hein, mais on va dire, ça pourrait être une théorie plausible. Certains voient Emmanuel Macron derrière la démarche. Mais si effectivement on n'est pas sur des juges politisés dont le but c'est de faire craquer les institutions pour dégager justement Emmanuel Macron. Puisqu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, on va dire, le pouvoir, s'il voulait rétablir les choses, devrait renoncer à l'état de droit et remettre Marine Le Pen dans la course, ce qui n'est pas possible. Et donc ils sont face à une crise institutionnelle où si elles ne se présentent pas, ils ne seront plus légitimes, avec déjà une légitimité très basse. Et si, on va dire, imaginons, je suis un juge qui veut mettre un grand coup de pied là-dedans, je crée la fracture qui va fracturer la société et qui, justement, peut faire renverser la table. Pour mieux ou pour pire. Mais créer un climat, on va dire, poussé. C'est quelque chose qui s'était vu dans les logiques révolutionnaires de pousser jusqu'au bout. Je dis pas que c'est le cas, hein. C'est pour ça que j'ai dit que c'était complotiste. Mais on peut se poser la question. J'espère que c'est pas le cas, parce que ça veut dire que les juges sont trotskistes. Enfin, trotskistes, pas trotskistes au sens idéologique, au sens on va foutre le feu et la révolution. Oui. Bon, c'est pas censé être le boulot des juges dans une société. On est bien d'accord. Ah, donc j'espère que c'est pas ça. Moi, j'y vois plus la main d'Emmanuel Macron. Parce que, comme le disait François Coq hier soir, s'il y a bien quelqu'un qui profite de la situation, c'est Emmanuel Macron. Là, quand même, moi aussi, je ne sais pas si c'est complotiste, ce sont des hypothèses de travail, et on est en droit de faire des hypothèses de travail et pas d'être juste bêtement dans le commentaire simpliste. Ça n'a pas été le cas, vous l'avez vu. On est dans une situation où le démocratie minoritaire, comme le décrit François Coq, ou l'ultra-centre que certains appelaient, que le RN appelait l'UMPS, centre-gauche, centre-droit, qui passe d'un pouvoir à l'autre pendant 35 ans en faisant les mêmes politiques économiques et la même construction européenne, qui finalement, étant minoritaires, sont obligés de faire des coalitions bizarres, ou en Allemagne, gauche-droite, ou d'avoir une assemblée très difficile à tenir, eh bien, sont voilà, et Pedro qui tourne dans tous les sens, complètement perturbé. Démocratie minoritaire. Non, oui, des démocraties minoritaires, donc dans une difficulté totale à se faire élire. On voit bien que l'Assemblée ne fonctionne pas très bien. Bon, là, on se souvient que Marine Le Pen et le Rassemblement national n'ont pas sanctionné le choix de Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, justement. Certains avaient pensé qu'il y avait une sorte d'accord politique avec Emmanuel Macron, peut-être, et peut-être qu'Emmanuel Macron les a trompés. Leur a fait une entourloupe. Encore une fois, je répète, il a le moyen d'éliminer Emmanuel et Jean-Luc Mélenchon. Je sais bien qu'à la race, tu veux dire quelque chose, dis-le, parce que il fait comme ça. Vas-y, allez, non, alors. Non, mais parce que je me demandais si on n'était pas dirigé par Frank Underwood, tu vois, dit comme ça. Mais évidemment qu'on est dirigé par Underwood, mais c'est faire beaucoup d'honneur à Emmanuel Macron. Democracy is so overrated. Exactement. Ça bouge. Bon, mais je reviens au truc. Voilà, c'est le génie pour couper. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon peut aussi être coupé et interdit de participer aux élections en appliquant la même sanction sur le même problème des assistants parlementaires européens, qui est encore une fois très secondaire. Hein. Franchement, que des assistants, éventuellement, hein, des assistants parlementaires de Mélenchon, de Marine Le Pen, aient fait autre chose que répondre à des questions ineptes du Parlement européen sur la taille le rayon des tomates. Donc, franchement, c'est grave en droit, c'est terrible, mais c'est pas si grave quand même moralement. Mais attends. Ouais. Je sais qu'à la France insoumise, il y a des gens qui trouvent Mathilde Panot génial, fantastique. Bon, imaginez candidate Mathilde Panot ou Bompard. Vous pensez qu'il va faire le score de Mélenchon? Non, c'est divisé par 2 le score de la France insoumise.
Bardella ouais, Bardella, on l'adore au Rassemblement national et Marion Maréchal, elle est tellement formidable. Oui, oui, ok. Bon. Eh ben, c'est à peu près pareil. Je pense pas qu'il puisse faire le score de Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que la politique, c'est une incarnation et que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont là depuis un bout de temps. Je finis, Pedro. Ça peut être une offensive de l'ultra-centre pour se maintenir au pouvoir. Et je suis désolé, avec Ferrand au Conseil constitutionnel et la majorité, on n'est pas devant l'impossibilité d'une représentation d'Emmanuel Macron pour un troisième mandat en démissionnant 6 mois, au moins 6 mois avant l'élection. Ça se discute au niveau des constitutionnalistes. Certains disent oui, certains disent non, mais de toute façon, ce serait une décision du Conseil constitutionnel qui interprétera la Constitution et sa décision, Pedro, est irrévocable. S'il décide qu'il peut être candidat, il sera candidat. Et imaginez que Emmanuel Macron soit candidat avec sans Jean-Luc Mélenchon et sans Marine Le Pen. Bon, c'est pas un coup d'État, mais c'est pas loin. Et puis, on est dans un contexte géopolitique et économique catastrophique avec Emmanuel Macron qui attisse les angoisses avec Kaja Kallas, avec von der Leyen, avec Keir Starmer, avec qui il est main dans la main pour faire la guerre à la Russie et défendre la démocratie, nos valeurs, l'Europe. Ils sont dans un processus de fédéralisation, souveraineté européenne d'Emmanuel Macron. Là, il a une fenêtre de tir pour agir, soit se représenter, soit dans le contexte d'un chaos, de déclencher l'article 16. Et je me demande, moi, si ce n'est pas une opération très intelligente de quelqu'un qu'on dénigre trop pour son intelligence et dont on ne mesure pas assez le machiavélisme, à savoir Emmanuel Macron. Alors, dans ces cas-là, si vraiment ta théorie est juste... C'est une hypothèse, c'est pas ma théorie. Non, mais tout à fait. Cette hypothèse serait juste. Il aurait même intérêt à démissionner assez rapidement. Parce que là, il coupe l'herbe sous le pied de tout le monde, même du Rassemblement national qui ne sera pas prêt en ordre de bataille vis-à-vis de ça. Et c'est ce qu'il a fait aux dernières législatives. En dissolvant aussi rapidement, alors que personne n'attendait, il a aussi pris de court pas mal de formations politiques qui venaient de sortir d'une campagne des européennes. C'était très difficile. Ça n'a pas beaucoup réussi non plus. Non, mais il a limité les dégâts. Donc, il a pu faire ce qu'on appelle du damage control. Tu vois. Donc, effectivement, il reste maître des horloges. Et il ne faut pas sous-estimer, comme tu dis, cette logique-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose, moi, qui me marque dans cette affaire des assistants parlementaires. C'est que quasiment toutes les formations politiques, et pas que en France, mais en Europe en général, ont utilisé ces méthodes qui effectivement sont illégales. C'est pour ça qu'on a parlé de Bayrou. Tout à fait, mais il y a un truc important. Imaginons par exemple que vous ayez une descente sur la route et que vous mettez un radar en bout de la descente et que vous mettez une limitation à 30 km/h et qu'on sait qu'avec l'inertie de la voiture, tout le monde va dépasser ce radar et tout le monde va se prendre des amendes. C'est considéré comme un abus de droit. C'est-à-dire que une règle commune où tout le monde échoue est considéré comme un abus de droit. Est-ce que justement, on ne peut pas dire que ces règles-là, telles qu'elles ont été faites, alors elles ne touchaient pas les grosses formations politiques puisqu'elles étaient suffisamment financées par les États. Oui, mais encore une fois, la Pedro, en droit, non, mais si tu veux, c'est fondé. C'est fondé. Elle peut être condamnée. Non, c'est pas ce que je dis. Comme la prune, ça nous agace tous, le 90 km/h qui apparaît au milieu d'un 110. On n'a pas très bien compris pourquoi, et on se prend 3 points et 135 € d'amende. Oui, ça énerve un peu. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est on est face à une règle où c'est fait pour échouer. C'est fait pour avoir un levier politique, des pouvoirs en place, puisque... C'est ce que je disais tout à l'heure sur les financements des partis politiques. Tout à fait. Certains partis politiques ne sont pas liés avec Goldman Sachs, et donc ils doivent trouver des fonds, et c'est compliqué. Exactement, mais ça veut dire qu'on est sur un verrouillage de la démocratie par les partis dominants qui s'arrangent de faire des règles pour les partis dominés qui rendent impossible leur participation au jeu démocratique. Évidemment, mais c'est clair, c'est pour ça que j'insistais sur Jakubowicz ou Schroetel. Mais on n'est plus en démocratie. Mais c'est ça le truc qu'ils disent.
C'est ça l'essence de ce qui s'est passé. C'est un déni de démocratie. Et donc, elle est légitime, justement. C'est ce qu'on se dit depuis hier soir, Pedro. C'est ce qu'on vient de dire avec Schottel et Jakubowicz. C'est justement un déni de démocratie. C'est ça qu'ils disent. Oui, c'est en utilisant le droit d'une manière un peu particulière, alors même que le Conseil constitutionnel avait dit que ça n'était pas la peine d'aller dans ce tabut-là, ils le font. C'est là le déni de démocratie. C'est là qu'on a un vrai problème. Et c'est là qu'il y a rupture avec les règles, le fonctionnement des institutions de la Ve République. C'est là qu'est le souci. Et là, on est vraiment dans une situation dont je ne sais pas comment on va s'en sortir, car ça ne va pas continuer de manière simple et tranquille. Et encore, faut-il rappeler qu'il n'y a pas de corruption dans cette affaire. Et il n'y a pas de financement personnel, de gain personnel. C'est pour le financement d'un parti politique. C'est pas bien tout ça. On l'a déjà dit 4 fois. Mais remettons les choses en place. Or, les problèmes de corruption dans un pays comme la France, qui sous 8 ans d'Emmanuel Macron est arrivé à la 25e place mondiale de la corruption, avec une affaire un peu bizarre concernant M. Ferrand, qui se retrouve à la tête du Conseil constitutionnel, avec M. Collère, secrétaire général de l'Élysée, pendant toutes ces années, premier conseiller d'Emmanuel Macron, quand il était au ministère de l'économie sous François Hollande, qui là va se retrouver à la Société Générale, oui, alors qu'on sait qu'il y a eu quelques affaires au point où ils ont voulu bloquer Anticor, quand même. Parce qu'Anticor faisait des enquêtes sur la corruption éventuelle de M. Collère. Ne parlons pas d'Alstom. Quand même, on est dans cette situation où on a un déni de démocratie, alors que M. Marlex, député LR, a participé à une commission d'enquête où, littéralement, on parle de corruption dans la vente d'Alstom. Or, quel est l'acteur principal de la vente d'Alstom? Emmanuel Macron, aux Américains, à General Electric, avec du financement de beaucoup de gens grâce à cette vente. Donc, on est dans une situation où le premier parti d'opposition subit de facto un déni de démocratie, alors qu'il y a des gros soupçons de corruption, par ailleurs, dans la société et dans la politique. Évidemment que ça ne va pas être terrible dans la conscience des Français. Alors, c'est... Alors, on parle du Non, mais la vraie question, c'est parce qu'on parle de démocratie, encore faut-il qu'il y ait une démocratie. Quand on voit qu'aujourd'hui, nos parlements, et je parle de tous les pays européens, sont juste des chambres de retranscription des directives européennes, avec peu de place pour la souveraineté des peuples, que les référendums ne sont plus respectés, est-ce qu'on n'est pas juste dans le principe de la caverne de Platon, et nous, on pense voir une démocratie projetée, et en fait, il faut qu'on sorte de la caverne. Désolé, c'est la Grèce. C'est ce que je disais tout à l'heure, Pedro. Je disais, c'est... derrière là, vous avez la PNIX, là. Je vous ai le jour, là. C'est la petite tour qui est à côté de l'entrée. C'est une autre petite colline de l'Acropole, où se réunissaient l'Ecclésia, les citoyens. Ben, juste en dessous, il y a la prison de Socrate. Supposé endroit où était enfermé Socrate avant de boire la ciguë, condamné par Athènes, par les édiles d'Athènes, puisque tu es inspiré par la Grèce. Mais Pedro, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on disait hier soir. C'est qu'on a là un tel déni de démocratie, c'est au-delà de ce que je viens de décrire, et ce dont on a parlé hier, entre autres avec François, c'est que on a une pratique qui est celle du fonctionnement de l'Union européenne. Des gens non élus prennent des décisions que les peuples, les partis doivent accepter et qui leur sont imposées alors qu'il n'y a pas de politique. Oui, on est très largement sorti de la démocratie, donc c'est effectivement ça. C'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec le prix du gaz en Allemagne? Parce que c'était ma question de tout à l'heure, donc je ne lâcherai pas. Sans transition. Exactement.
Je ne dirais pas le mot qui commence par un A. Le prix du Dis-nous ce qui se gaz. passe avec le Alors, gaz. je vais reprendre mes notes. Hein. Donc, En tout cas, il y a du gaz dans la politique française. Hein, ça, alors là, c'est prêt. Il y a tellement de gaz, une petite étincelle, et ça pourrait exploser. T'as vu cette transition? Alors, certains nous demandent si Socrate n'était pas un chat. Le prix du gaz donc, a doublé en Allemagne. Je crois que c'est un joueur de football brésilien, non? Aussi, il était médecin. Et je crois qu'on a même l'un de nos fervents supporters qui adore ce joueur. C'était le frère de Rai. Donc, le prix du gaz a doublé en Allemagne, selon un peu le Der Spiegel. Le prix du gaz. Et puisque t'aimes bien déconner un petit peu et que je vais te couper toi aussi, parce que tu veux dire, il n'y avait pas de football à l'époque de la Grèce antique ni arabe. C'est par rapport au film qu'on avait commenté de Ridley Scott, Ah oui, c'est vrai. Gladiator 2, Bon, où il y avait un match de foot dans le désert sous les pyramides avec des jeunes égyptiens. Et bon, c'est un truc là, c'était une sortie de route historique assez remarquable. Donc Socrate ne jouait pas au football à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Moi, j'étais révisionniste. On ne sait pas. Fais tes propres recherches. J'ai vu un YouTuber, plus sérieusement. Donc, le Der Spiegel annonce que le prix du gaz pour les ménages est désormais 80% plus élevé qu'en 2021, avant la crise en Ukraine. Hein. Et au second trimestre 2024, un ménage type consommait donc environ 20 000 kWh et payait 2 456 € par mois contre 1000 par mois. Par 2400 € par mois, dis donc. C'est toi qui m'as envoyé ces notes. Ah oui, par an, pas oui, par mais mois. t'as marqué par mois. Bon. Contre 1365 en 2021. On sait que l'Allemagne ne va pas bien. L'Allemagne qui est censée être le moteur. Bref, entre le début juste avant la guerre en Ukraine et maintenant, le prix du gaz pour les particuliers en Allemagne a quasiment doublé. Et en plus, c'est pas eux qui ont fini avec leur énergie nucléaire. Si, ça fait longtemps qu'ils ont fini avec l'énergie nucléaire. Bon, ça en a beaucoup parlé, on va pas faire. Ils ont choisi de reposer leur puissance industrielle sur le gaz pas cher naturel russe. Et c'est quelque chose qui a commencé sous l'Union soviétique. Hein. Dans les années 70, sous Brejnev. Et d'ailleurs, sous Reagan, il y avait déjà des attaques, des sabotages des oléoducs, des gazoducs soviétiques qui allaient vers le sud de l'Allemagne, en Bavière, en passant par la Tchécoslovaquie. Bon. Attends. Rob Caillou dit ouais. On s'en fout du prix du gaz en Schleland, tant pis pour eux, aussi tiens, pourtant il y a pourtant j'y vis. Le problème c'est, et c'est ça qui est important, c'est que sur quoi est indexé le prix de l'énergie? Ben oui, c'est qu'on a le problème, c'est le coût de l'énergie en Europe, puisque les Allemands ont tout fait et ils sont plus puissants que les Français et s'intéressent et défendent leurs intérêts. Les Allemands ont tout fait pour saborder le nucléaire français, ou en tout cas empêcher la France d'avoir un avantage comparatif, en particulier industriel, avec le prix peu cher du nucléaire. Et donc, dans le calcul du prix d'énergie, eh bien, le prix d'énergie est indexé sur celui qui est en bout de course, à savoir le gaz. C'est super. Donc, bon, on a une absurdité totale du fonctionnement de l'Union européenne qui met à mal les comptes des ménages, en Allemagne, mais ailleurs, toute l'Europe, hein, pas que Schleswig, qui sont affectés. On l'a vu en France. Je crois que vous le voyez tous sur vos factures d'électricité. Hein, c'est assez d'électricité, de gaz ou quoi que ce soit, c'est assez sidérant quand même. Les augmentations sur les 3 dernières années. Et toi, tu m'avais montré hier un commentaire, je crois, assez important Alors, c'est un responsable de Renault français, oui. Exactement, qui
parlait pourquoi la Chine était en avance et expliquait justement les raisons fondamentales et, on va dire, organiques qui fait que la Chine a de l'avance sur nous et comment nous, on pourrait corriger le tir. Et le premier argument de la force industrielle de la Chine, c'est le prix de l'énergie. Et c'est ce que disait le patron de Michelin, dont on a critiqué le fait, bien sûr, qu'il ait licencié 1200 personnes ici sur cette antenne, mais il était en commission à l'Assemblée nationale, en audition, et il a rappelé, bien que l'énergie, que la fabrication de pneus est très énergivore, et que c'est 3 à 4 fois moins cher aux États-Unis et en Chine l'énergie. Et que donc, il ne peut pas y avoir de compétitivité. Ça, c'est pour les crétins néolibéraux qui ne voient qu'une seule source de compétitivité, c'est réduire les salaires, réduire les salaires, réduire les salaires. Alors, on pourrait ramener les salaires à 400 euros et faire des esclaves qui vivent dans des favelas. Ça changerait rien qu'avec une telle politique stupide des prix de l'énergie qui nous vient de l'Union européenne et de la décision unilatérale des Allemands de se tirer une balle dans le pied en n'ayant plus de nucléaire. Merci les Verts. Eh bien, ça ne changerait rien. Les Chinois seraient toujours plus compétitifs. C'est surtout que dans les arguments présentés par cet expert, les 3 raisons majeures, c'est 1, le prix de l'énergie, 2, l'investissement dans la R&D, 3, la planification d'État. À aucun moment, la question du coût. Dis donc, c'est pas quelque chose qu'on défendrait, nous? Eh ben si. Répète, vas-y, répète. Alors, 1, le coût de l'énergie. Coût de l'énergie, les gars, nucléaire, à fond les ballons, on redevient premier mondiaux. À fond dans la R&D. Recherche et développement. Alors, il faut financer la recherche en France massivement. Là, on peut y aller et même perdre de l'argent, former des ingénieurs, des techniciens, des jeunes, et vraiment avec une logique méritocratique, mais en former beaucoup. Et 3, planification. Tout ça planifié. Alors, il n'y a pas à réduire les salaires jusqu'à ce que les gens aient la gueule ouverte et qu'ils acceptent de faire n'importe quel boulot. Non, il n'y a pas ça. Mais non, mais c'est planification, puis planification gaulienne, hein, évidemment. Les gens. Pas la planification de monsieur Clément Beaune dont on parlait hier avec le commissaire au flanc. Le commissaire au flanc. Non, mais exactement. Et il dit cette cohérence, ce triptyque, fait que nous, simplement, si on l'appliquait, on pourrait revenir dans la course. C'est ce que Jean-Charles IV disait il n'y a pas si longtemps que ça sur notre antenne. C'est en fait, la solution est simple. Il suffit de l'appliquer. Sauf qu'il faut du courage politique pour le faire. Du travail, des gens sérieux. Non, mais bien sûr. Mais simple dans le sens, sur le papier. C'est qu'une question de volonté politique. En tout cas, on sait quelle est la voie. Je pense que c'est pas simple, c'est plutôt on sait quelle est la voie. Elle n'est pas choisie pour le moment par nos dirigeants. Ni les Européens, qui eux sont plus ont une problématique numéro 1, c'est dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des armes pour une guerre qui n'arrivera pas, tout en contraignant, en faisant des dénis de démocratie un peu partout, parce que encore une fois, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça ne peut pas être sans conséquence qu'on ait un candidat qui soit interdit en Roumanie parce que voilà, il ne plaît pas à Bruxelles. Là, on a encore une dirigeante pro-russe à nouveau. Alors elle, pour le coup, elle est vraiment pro-russe. En Gagaouzie, c'est la région turcophone de Moldavie, la Gagaouzie. L'Union européenne a un problème avec la Gagaouzie, donc elle a été aussi arrêtée. Bon, l'Union européenne se préoccupe d'avoir du prix de l'énergie cher, de faire des dénis de démocratie, de transférer le pouvoir souverain des nations et des peuples à une brochette de bureaucrates et de juges qui n'ont pas été élus et ne planifie à rien du tout, même s'il parle de réindustrialisation militaire. On est dans une situation grave en Europe. C'est marrant, ça me rappelle un livre comme ça où il y avait 3 blocs. L'Océania, ça te rappelle rien, toi? Bon. Vas-y, dis-le. Ça te rappelle rien. 3 blocs. Ça me rappelle Orwell, mais je vois pas trop le rapport. Là. Mais non, mais justement. Là, je te parlais de l'Union européenne. Les autres blocs fonctionnent pas comme ça. Ils sont pas en guerre. Les BRICS veulent pas nous faire la guerre. J'ai pas l'impression que l'Inde veut faire la guerre à nous. Je n'ai pas dit ça.
C'est juste que nous, j'ai l'impression qu'on se retrouve bien dans la description qui est faite du bloc, voilà, où on est censé appartenir. Du coup, justement, tu parles de guerre et de bellicisme. La Douma examinera en avril un projet de loi sur la ratification du traité de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran. Donc, a déclaré le président de la Douma, Volodine. Nous nous efforcerons de le ratifier au plus vite. Ce projet de loi figure parmi les priorités du mois d'avril. Selon lui, la signature du traité par les chefs d'État est l'événement le plus important de l'histoire des relations bilatérales. Bilatérale russo-iranienne. Bien sûr. Oui. Bah là, on a un effet des menaces pas vraiment voilées de Donald Trump. Encore une fois, logique impériale américaine, d'attaque contre l'Iran, ce que veut absolument Netanyahou depuis des années. On en a parlé hier. On ne va pas revenir là-dessus, sur les conséquences et pourquoi les États-Unis font ça. Par contre, il faut noter, et pourquoi on évoque ce sujet ce matin, c'est que on a... Je suis désolé, je lisais T'es les concentré? commentaires. Ouais. Je lisais les commentaires. Non, mais parce que Pedro, il écoute pas ce que je dis, puis après, il dit, ah, au fait, on pourrait pas dire que, on va faire un comique, on va faire un show, en fait. On va se lancer dans un show comique troupier, et ça va être un moteur récurrent des blagues. Mais je l'ai déjà dit, Pedro! 10 camions. 10 camions. Donc, oui. Cet accord stratégique avait été signé entre l'Iran et la Russie 3 jours avant l'investiture de Donald Trump. C'était un signe. Là, à nouveau, la ratification, c'est-à-dire la mise en œuvre de cet accord signé quelques jours avant, je crois que c'était le 17 ou le 18 janvier, eh bien, montre que d'une certaine manière, la Russie se met derrière l'Iran face aux menaces américano-israéliennes qui pèsent maintenant sur l'Iran. Et là, si jamais cela se faisait, eh bien, on replongerait à nouveau dans une guerre catastrophique au Moyen-Orient, une guerre impériale américaine qui n'aboutira à rien du tout et pas plus de sécurité pour Israël, juste un nouveau tas de morts et un choc colossal pour l'économie mondiale. Donc les Russes et les Chinois, parce qu'en fait on oublie les Chinois, les Chinois ont aussi des accords de coopération militaire, d'ailleurs ils se sont entraînés récemment avec les Iraniens. Les Iraniens, mais les Russes, les Chinois et les Iraniens. Donc là, ça ressemble un peu à 14-18. C'est le jeu des alliances et le fait que on pourrait tous se retrouver entraînés là pour le coup dans un conflit qui aurait une caractéristique mondiale, ce qui n'est pas le cas d'Ukraine. Alors il faut pas oublier parce que un caractère mondial. Pardon, pour nos spectateurs qui se demandent aussi géographiquement, la Russie est très proche de l'Iran et partage une mer commune. Donc, la Caspienne. Exactement. Donc il faut parfois effectivement sur nos projections de Mercator, on n'a pas l'impression de cette proximité entre l'Iran et la Russie, mais en fait c'est des pays qui sont très proches géographiquement. D'ailleurs moi je l'ai vécu personnellement quand je suis revenu de Russie, puisque mon avion a dû être détourné puisque c'était le jour où Israël bombardait l'Iran. donc j'ai vu comment c'était proche. Ce qui est sûr, c'est que il y a un contexte complexe, ça bouge beaucoup. Peut-être ça va pas améliorer le prix du gaz et du pétrole au niveau mondial. Hein. Donc, les Allemands vont se retrouver avec plus 300% sur la facture et pas 80%. Mais c'est peut-être ça qui sera l'héritage de Donald Trump dans les futures années, c'est d'avoir rebattu les cartes de la géopolitique mondiale. Mais c'est pas malgré que Donald lui. Trump, c'est Biden. Oui, mais l'ensemble aussi. Mais ce que je veux dire, c'est parfois Ah ben je suis pas d'accord. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants.
La Russie est la première puissance en termes de ressources et militaires mondiales, en particulier nucléaires. La Chine, la première puissance industrielle. Les BRICS, les 9, c'est 60% de la population mondiale. C'est 80%, je crois, de l'industrie manufacturière. Non, mais pas, non, 70%. Oui, mais en production, c'est 75% des ressources. C'est cette partie du monde qui veut aussi que les choses changent. C'est pas que ce qui se passe à Washington. C'est vraiment une hubris occidentale. Et on a envie que ce soit, je sais bien, on a envie que ce soit nous qui décidons de tout ce qui se passe sur Terre. Ben non. Il se passe, la Terre bouge aussi. Elle est mue par la volonté des Indiens, des Chinois, des Indonésiens, des Africains. Je sais bien qu'en Occident, on considère que tout ça sont des gens qui font du poulet tandoori et poussent des brouettes, mais c'est pas la réalité. C'est bon le poulet tandoori. Ça change rien, c'est très très bon. Alors. On va dire que. Ah bah c'est mieux, dis donc. Exactement. Une autre déclaration de Donald Trump, justement, on va revenir à Donald Trump, a dit que il va pas changer les règles pour pouvoir faire un troisième mandat, mais qu'il était resté un peu fou à la Donald. Et donc il dit, donc je ne vais pas régir les règles pour pouvoir faire un troisième mandat, mais il y a des méthodes pour le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que tout ça n'est pas le show Trump? Il aime bien faire le show. Non, je crois qu'on a quelque chose, on reviendra sur ce sujet, et il est lié à ce qui se passe avec l'affaire Marine Le Pen et l'exécution immédiate de son éligibilité. Nous sommes prompts en Occident, justement, à critiquer Modi, c'est pas vraiment une démocratie, c'est des fascistes. La Chine, c'est une dictature. La Russie, oulala, maintenant c'est Hitler. C'est une dictature, c'est pas bien. Puis tous les autres, c'est pas bien. Les Africains, c'est jamais bien, ils font jamais ce qu'il faut, et jamais. Il faut toujours leur donner des leçons de démocratie. À tous les pays, il faut leur expliquer, quand même, c'est des petits enfants. La colonisation, ça n'a pas suffi. Il faut leur expliquer, les Serbes, c'est pas bien, les Grecs, c'est pas bien. Alors le cœur de la démocratie occidentale, la cœur de l'Occident, se perçoit comme vraiment les gens de bien. Les gens de bien, c'est-à-dire qui ont beaucoup de sous, ce qui leur permet d'être des gens bien. Les gens bien sont des gens qui sont, eux, vraiment démocratiques, respectent les droits de l'homme, ils font jamais de guerre illégale et injuste, ils ne contraignent pas les gens, ils font pas souffrir dans leur système d'exploitation économique tout un tas de gens, y compris des petits-enfants dans les mines en Afrique. Non. Ce sont des gens bien. Et les gens bien, eh bien, je crois que ils perdent leur rapport à la démocratie. Et ce qu'on vit, blague mise à part, en Occident, c'est une dérive vers quelque chose d'autre. Et j'en veux pour preuve que ce qui se passe aux États-Unis depuis, c'est pas juste là, Donald Trump. Ça a été au moment de l'élection de Bush, les affaires étranges en Floride. Ça a été la décision par les démocrates de bloquer Sanders. Sanders aurait dû être candidat et pas Hillary Clinton. C'était une fraude au sein des démocrates. Ça a été l'affaire fausse du Russiagate. C'est les affrontements de haine. C'est le Capitole, l'attaque sur le Capitole aux États-Unis. C'est Donald Trump qui dit si je faisais un troisième mandat, là, parce qu'on regarde, c'est le 22e amendement, si on le lit comme ça à l'envers dans un miroir, c'est possible. C'est pour ça que je parlais d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Ferrand a les mains dans le cambouis dans des affaires qu'on pourrait certains considérer éventuellement, possiblement de corruption, si jamais ça avait été jugé. Pas été jugé parce que on s'est arrangé avec le droit dans ce cas-là. Pourrait décider avec tout le Conseil constitutionnel que oui, Emmanuel Macron peut se représenter
Puis on a éliminé les opposants principaux. On a commencé avec Marine Le Pen. Et puis en Roumanie, on enlève un candidat parce qu'il n'est pas bien. Et puis Thierry Breton passe à la télévision en disant ah bah oui, c'est bien normal quand même, on va pas avoir un candidat qui est anti UE et OTAN. D'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel roumain, c'est ce qu'il a dit. C'est pas seulement contre Georgescu, c'est on peut pas avoir des candidats qui s'opposent à l'OTAN et à l'UE. Comme ça, c'est clair. Hein, voilà. C'est démocratie limitée dans un cadre très 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 étroit. Thierry Breton qui dit on fera pareil si la AfD gagne en Allemagne. Elon Musk qui fonctionne comme Elon Musk. Oui, mais bon, avec un pouvoir de facto des oligarques dont il fait partie partout sur Terre. Mais je parle de ce coin du monde qui est la patrie de la démocratie, les gens bien, hein, les gens qui aiment la démocratie. Eh bien, je pense qu'il y a une dérive adémocratique généralisée en Occident et que c'est ce que l'on vit et que les événements comme ce qui s'est passé en Roumanie, les décisions, le fonctionnement, complètement hors règles, hors traité européen de la Commission européenne, de Mme von der Leyen qui se comporte comme une présidente, Kaja Kallas comme une première ministre exécutive, la fédéralisation de l'Union européenne sur le dos des peuples, le non-respect des référendums. Là, on est avec Zoé Constantopoulou. On parle, c'est le 10e anniversaire du référendum grec où ils ont dit non. Quelle importance. 20e anniversaire du référendum où en France on a dit non. Qu'est-ce qu'on a à l'affiche? On est dans tous ces événements sont liés. Ils se passent en Occident. Perso de la démocratie, on perd, je crois, le moment qu'on vit. C'est pas seulement un déni de démocratie particulier, c'est un effondrement de la logique même de la démocratie. Nous rentrons dans une période adémocratique. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais ceux qui considèrent dans leur confort occidental que eux, parce qu'ils lisent l'Express ou le Nouvel Obs ou Libération, sont des gens bien dans des sociétés démocratiques, je crois, se fourvoient très très fortement. Ah, c'est intéressant parce que je pense pas que toi tu es la référence, mais tu as parlé des gens bien. Il faut savoir que les partisans de Bolsonaro au Brésil se prénomment les citoyens du bien. Et donc, et c'est d'ailleurs l'objet de nombreuses blagues, puisque les citoyens du bien, généralement, trompent leurs femmes, ne payent pas les pensions alimentaires, commettent des crimes en série, mais c'est les citoyens du bien. Et donc, ça faisait écho à ce que tu disais, c'est-à-dire que le citoyen du bien est un peu macronique, c'est-à-dire que l'enfer, c'est toujours les autres. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de respectueux des règles. Par contre, monsieur le juge, s'il vous plaît, n'appliquez pas cette règle pour moi. Oui, mais là, c'est des cas particuliers d'un sous-groupe ultra-conservateur au Brésil. Oui. Là, je parle de fonctionnement oui, global. Mais je sais, mais la démocratie c'est un mindset. Suppose qu'on n'est pas des gens qui décident, des bureaucrates, des oligarques. Et c'est bien tout le problème de l'Union européenne. C'est le transfert du pouvoir de la souveraineté nationale à Bruxelles et surtout à des oligarques. Désolé, mais des Niel, l'autre jour, il passait à la télévision, mais personne l'a arrêté quand il a dit n'importe quoi concernant les jugements qu'il a subis. On a des oligarques qui ont un pouvoir colossal qui n'est pas compatible avec un fonctionnement démocratique. On a des instances comme l'Union européenne qui ont des pouvoirs qui ne sont pas compatibles avec un fonctionnement démocratique. Je crois que c'est ce que nous vivons. On n'est pas à Rome, on est en Grèce, mais on a quelque chose de l'ordre de la fin de la République, telle qu'elle a été vécue à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. La défaite de l'Occident? La défaite, c'est la défaite de l'Occident. La chute finale de la France? J'enjoins nos téléspectateurs à voir ces vidéos d'Emmanuel Todd. Et d'ailleurs, je me demandais si le vent frais que je sentais depuis l'Acropole depuis tout à l'heure était le vent frais de la démocratie. Apparemment, c'est plutôt le vent glacial de l'autocratie qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que les choses bougent. Aujourd'hui, peut-être qu'aussi on a dépassé le stade où ils ne font même plus semblant. Hein.
Je pense depuis la déclaration de Jean-Claude Juncker, il n'y a pas de démocratie contre le traité européen. On ne mesure pas exemple même de ce que je disais. Tout à fait. On ne mesure pas la portée de cette simple phrase qu'il a dit à l'époque, mais qui, je pense, dans peut-être 100, 200 ans, sera dans les livres d'histoire, j'en suis convaincu, si l'histoire existe encore et qu'elle n'est pas... Comme illustration de ce qu'on vient de dire. Du moment charnière qu'on vit en ce moment. Exactement. De cette fin de démocratie. Je vais finir. Vous savez quoi? Je vais finir par le frapper. Voilà, devant vous, ça va être horrible. Abus d'autorité, parce qu'il y en a marre. Il n'y a plus de démocratie maintenant, c'est l'autoritarisme et qui a le plus gros point. Hein? On va s'y mettre aussi ici, sur Fréquence Populaire. Ça suffit, la camaraderie, la copinerie. Du chess boxing. Non, ouais, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est l'autoritarisme. Il y a un dernier petit sujet. Alors, petit sujet. Il y a eu un drame à Bordeaux. Drame, donc, je vais vous partager. Donc, un Afghan qui, donc, en plein centre-ville de Bordeaux, a décidé de mettre des coups de la victoire. Voilà, décidé de mettre des coups de couteau à un autre Afghan. Puis il s'est assis, il a attendu la police. Et en fait, il a été interrogé par la police, puisqu'il n'a pas opposé résistance, rien. Et il a tout admis. Il a dit, je connaissais la personne. Il était du même coin d'Afghanistan. Il a manqué de respect là-bas, en Afghanistan, à ma famille. J'ai retrouvé ici. Je lui ai fixé rendez-vous pour venir parce que je voulais le tuer. Donc on est dans l'importation d'un crime d'honneur en France, où quelqu'un qui est accueilli dans notre pays, probablement en tant que réfugié, je ne sais pas trop quel est son statut, décide de faire respecter ce crime d'honneur comme ça, en pleine rue. C'est un échec total de l'assimilation. C'est-à-dire qu'on n'a pas su... pas d'assimilation. Oui, oui, mais... Non, mais c'est un exemple qui illustre le fait que l'intégration républicaine par l'assimilation, l'universalisme, a là aussi du plomb dans l'aile. Et c'est lié au problème global de démocratie. La France, un de ses piliers, c'est l'article 1 de la Constitution. Ce n'est pas pour rien que c'est l'article 1 de la Constitution. Je sais que beaucoup de gens, y compris le bodybuilder là, de TikTok, le youtubeur le plus suivi de France, Thibaut InShape. Thibaut InShape. Comme Teddy Riner, trouvait rien de mieux à dire que arrêtons d'inventer les femmes voilées, elles peuvent faire du sport voilé. Oui, ils sont sympas, sauf que c'est du communautarisme. C'est du communautarisme et ça va fracturer la société française de manière catastrophique. L'article 1 en opposition à l'article 1 de la Constitution française. La France, elle est ce qu'elle est. La France n'est pas la Chine. La France n'a pas les coutumes et la culture du Brésil. Et heureusement, des pays différents. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la Russie, c'est pas un pays anglo-saxon, c'est la France. Et un de ses piliers, c'est cette construction de la laïcité qui est pas que un truc de la République. Là, j'en entends qui s'acharnent là-dessus. Ça s'est construit déjà sous la monarchie, en lutte contre le Vatican, en lutte contre le pouvoir de la religion. Ça s'est fait avec la concentration du pouvoir d'État. Le jacobinisme n'est pas apparu ex nihilo de la Révolution française. S'attaquer à ce qui fait la France va nous emmener dans une situation de guerre civile. Là, on a un cas. Alors le gars, il est bien, il s'est rendu, hein, il vit sa vie, il est afghan, il a ses coutumes. Machin l'a insulté dans son pays. Pour moi, on est au-delà du fait religieux, on est dans une logique tribale. Communautariste. Non, mais tribale, c'est-à-dire on importe, c'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent en France avec une culture tribale inscrite, importante, et notre échec est de leur faire comprendre que cette culture tribale est incompatible avec nos valeurs. Alors, on peut arriver avec une culture tribale, mais on doit être intégré. Or, c'est plus le cas. On a de plus en plus de gens
qui ne sont pas intégrés et qui sont en opposition complète avec les logiques même de ce qu'est la France. Ça peut que mal finir. Parce que là, on est dans préméditation complète. C'est-à-dire que c'est assumé, revendiqué, et on n'est même pas. Alors, on ne sait pas vraiment, c'est pas précisé en quoi, quel était le manque de respect. Est-ce que c'est, il a jeté ma sœur? Est-ce qu'il a pas remboursé d'argent? On ne sait pas. Mais c'est secondaire. J'ai déjà raconté cette histoire parce que certains, je crois, t'ont critiqué hier parce qu'ils ont trouvé que tu étais anti-immigré. C'est quand même bizarre. Mais oui, c'est parce que j'avais pas. Ah non, mais il faut, oui, être précis. Moi, je salue, contribué à ce que l'interprète que j'avais en France, que j'avais en Afghanistan, soit accueilli comme réfugié et maintenant français. Mais cet interprète avait son frère qui a été assassiné par les talibans, son père qui était général de l'armée afghane qui luttait contre les talibans, était très éduqué, parlait plusieurs langues, dont l'anglais et le français. C'est pas un berger des montagnes d'Afghanistan, et lui-même afghan, que j'ai contribué à aider à devenir français. Et lui, il dit, il y a des gens qui sont pas intégrables selon vos règles. Je sais pas pourquoi vous les faites venir. Ils trouveront jamais de femmes qui correspondent à leur vision de ce qu'est la famille. Ils trouveront jamais leur place dans la société française. Ils vont mettre beaucoup de temps à commencer à parler français. Ils n'ont pas les compétences. Ils ont des compétences d'agriculteurs qui correspondent pas à l'agriculture de la France. Vous n'allez pas y arriver. Et là, on a une confusion, parce que le fait n'est pas de critiquer les Afghans, ni l'asile politique. Au contraire, c'est qu'il est utilisé à tort et à travers. Il y a des gens qui doivent être protégés. Et il y a un truc qui est insupportable. C'est les Afghans qui nous ont aidés. Oui. Les interprètes, leurs familles, les interprètes dans toute la zone Sahel et leurs familles, bah, eux, je sais pas pourquoi, pour beaucoup, ne sont pas accueillis comme réfugiés, intégrés, alors qu'ils pourraient. Par contre, on fait venir des gens qu'on n'intègre pas, qui ne sont quasiment pas intégrables, surtout dans un contexte, il faut le rappeler, de manque de travail, de désindustrialisation, de saturation des services publics en général, et pas assez de moyens alloués à ça. On peut pas amener des gens qui finissent sous les ponts et dont on ne s'occupe pas. C'est délirant en fait. Donc ce n'est pas, c'est pas une critique ni des modes de vie des autres, ni de leur culture, ni de leur civilisation, ni de leur ni du droit des réfugiés. C'est la critique de la manière dont s'organise l'immigration en Europe, qui est complètement délirante. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir parce que par rapport à ce que j'ai dit hier, effectivement, parce que pour moi, ça allait tellement de soi qu'effectivement, j'ai pas précisé ma pensée. Mais quand je critiquais le fait que on pouvait vivre en France et obtenir un certain nombre de choses sans avoir le titre de séjour, l'idée est de dire on ne peut pas rester dans cet entre-deux. Soit la personne est là et on la régularise et on l'intègre et on l'assimile, soit on la fait pas rentrer. Mais on peut pas avoir des gens qui vont être des sous-citoyens avec lesquels une épée de Damoclès. On dirait que c'est fait exprès. Exactement. Qui ne pourront pas se plaindre parce qu'il y a la menace. Je me rappelle de ce sketch d'Omar Sy, justement, où il est, je crois, homme de ménage ou un truc comme ça, viré par son DRH. Et à un moment, le DRH dit, au bout de 20 ans, il va être viré. Et il dit, ah, mais je pourrais peut-être me plaindre. Et il fait, ah, je pourrais. Et le patron répond, et je pourrais peut-être prévenir la préfecture, vous n'avez pas de papier. On est dans cet état de fait-là. Et donc, ce n'est pas possible. C'est ça, en fait. Moi, ma critique fondamentale, c'est pas pour critiquer les gens du fait qu'ils aient le droit. C'est qu'on peut pas donner, c'est soit tout ou rien. On peut pas donner une moitié. Et espérer que ces gens-là, avec cette moitié-là, s'intègrent. Et on ne peut pas espérer, contrairement à malheureusement ce que défend maintenant la France insoumise, très étrangement, on ne peut pas avoir une France communautariste. C'est pas un pays anglo-saxon, ça serait une catastrophe. Alors, ce serait une catastrophe. On le voit parce que c'est intéressant le cas que tu évoques de ce drame à Bordeaux, de cet assassinat. C'est que les problèmes de racisme, les problèmes d'intégration ne sont pas contre Français de souche
qui sont souvent pas de souche, et c'est-à-dire entre blancs et pas blancs, c'est des problèmes intracommunautaires. C'est des problèmes de dès qu'on rentre dans le communautarisme, on est dans le conflit entre le Sénégalais, le Camerounais, entre le Marocain et l'Algérien, entre l'Asiatique et l'Africain, entre le Nord-Africain et l'Africain du Sud. Bref, on est dans des conflits terribles parce que c'est la lutte des communautés entre elles, et ça n'est pas la France. On a déjà connu de nombreuses guerres civiles dans ce pays. Ce n'est pas la peine d'aller dans cette direction. Il faut d'urgence revenir à l'intégration par l'assimilation républicaine. Et je comprends parfaitement ceux qui n'en veulent pas. Mais alors, leur pays d'accueil ne doit pas être la France. Ils doivent viser d'autres horizons, l'Amérique, l'Allemagne, les pays anglo-saxons où ils ont une vision communautariste. Eh bien, merci Georges. Peut-être un mot de la fin. On va aller sur la PNIX enfin. Ah. Et en plus, il y a un beau soleil aujourd'hui. Espérons que Zeus nous laisse tranquille. Ah bah là. Ben, je sais pas, j'arrête pas d'avoir des alertes sur le téléphone, non, ben, dans l'hôtel. Attention, tempête. Et avec des éclairs comme ça. Allez, on vous filera tout ça, les éclairs sur l'Acropole Parthénon tout à l'heure. Merci à tous. Et le mot de la fin, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre les pouces, de liker, de commenter, d'envoyer, de partager, de vous abonner, de faire tourner nos vidéos. Et s'il vous plaît, si vous pouvez, et que vous avez ou vous n'avez pas, vous pouvez l'installer Telegram, eh bien, abonnez-vous sur notre chaîne Telegram, Fréquence Populaire, ainsi que sur TikTok. Encore une fois, ça nous permet de ne pas dépendre d'une seule plateforme. À très bientôt, à tous. Merci beaucoup. Et franchement, moi, je pourrais rester ici, faire les matinales tout le temps. Alors, on sent bourgeoise, hein. Je commence à aimer les rooftops, tu vois. Je connaissais pas, j'étais pas très rooftop. Maintenant, alors ça dépend des rooftops. Quand t'as l'Acropole comme ça. Non, mais l'histoire nous parle, là. C'est extraordinaire. Ouais, non, en plus, il y a le temple de Poséidon. Et on avait une critique, j'ai vu en commentaire, parce que j'avais dit que c'était pas cher. Oh là là, dis donc, l'hôtel Titania, c'est pas cher. Ouais, et ben écoutez, c'est 76 € la nuit avec le petit déjeuner, et nous on l'a eu à 50. Alors, s'il vous plaît, hein, pour 50 €, franchement, ouais, ça va. Regardez, attention, on va essayer de montrer la belle Acropole là. Voilà. Bon. Merci Georges. Est-ce que tu peux déplacer ton Fatra? Viens, on va encore faire un truc. On va essayer. On va faire une opération un peu spéciale. Allez, moi je vais prendre ça. Vas-y. Attends, je vais mettre en plein écran. Tac. On va vous faire attention. Alors, vas-y. Donc, un peu derrière, là-bas, il y a le temple de Poséidon, derrière l'Acropole. Voilà. Mais qu'on voit pas d'ici. Alors, attends, juste une seconde. Et hop, on est ici maintenant. Alors, vous avez une magnifique grue, mais c'est pas la grue dont on voulait vous parler. C'est ce que vous voyez là. Parce qu'il y a ça aussi sur ce rooftop. C'est le mont Lycabet, qui est moins connu que l'Acropole, pour ceux qui ne sont pas venus à Athènes, mais ça vaut le coup de le connaître. Alors, le mont Lycabet, et là, c'est le point le plus haut à Athènes. Et la légende dans la mythologie dit que Athéna, qui était donc célébrée à l'Acropole, où il y avait une grande statue par Phidias, le sculpteur architecte Phidias d'Athéna, eh bien la légende et la mythologie dit que Athéna transportait des rochers pour renforcer l'Acropole. Et en fait, elle en a fait tomber un et c'est devenu le mont Lycabet. Voilà. Il faut savoir que le mont Lycabet, c'est aussi un haut lieu de la résistance grecque. D'abord contre l'occupation ottomane, parce que il n'y a pas que l'Afrique qui a été colonisée pendant 5 siècles, il y a aussi les Balkans qui ont été colonisés pendant très longtemps, cette fois par l'Empire ottoman. Et c'était un lieu de résistance
Ça a été aussi un lieu de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Allemands ont occupé évidemment cette position. Ça a permis à des résistants eh bien, de faire des rapports d'observation sur le mouvement des troupes. On en parle assez peu et on en a parlé hier avec Zoé Konstantopoulou. La Grèce a perdu 800 000 personnes pendant ce conflit, plus 600 000 blessés graves pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des rares pays qui a considérablement résisté, beaucoup plus, 30% de leur population, de la même manière que la Yougoslavie. Donc deux pays dont on parle très peu dans le cadre de la résistance. Et puis évidemment, là-haut, vous avez un édifice religieux, une église, et c'est une église c'est l'église Saint-Georges. Hein, voilà. Ah, tout de suite. Et alors, peut-être qu'on peut montrer la mer Égée là-bas. Parce qu'on va voir. Oh non, elle est trop loin. On va se rapprocher de l'acropole. Parce qu'ils ont dit que maintenant on la voit bien parce qu'il n'y a plus ta grosse tête devant. C'est merci pour le commentaire, c'est gentil. Bah, c'est pas moi, je lis le commentaire. Voilà. Donc là, vous voyez bien l'acropole. Et donc au fond là-bas, alors je sais pas si on peut voir, il y a le port du Pirée. On voit un bateau. Ouais, exactement. Et donc la mer. Et donc vous voyez, avec des collines au fond. Je ne sais pas si c'est très nouveau. Et attends, peut-être qu'on peut. Et donc sur ces belles images de l'acropole, on va vous laisser. Et on souhaite une excellente journée à chacun. Voilà, vive la démocratie. Je crois que ceux qui y sont attachés, ainsi qu'à la République, eh bien, on va avoir du boulot. Bonne journée à tous.